Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques instants, votre nouvel épisode de Séquence. Nous avons le plaisir d'accueillir Marine Josset, qui a travaillé notamment sur Scam, qui a comme petite marotte la santé mentale et l'univers des ados. Notamment, elle va nous en parler lors de cet entretien qui est vraiment très riche d'enseignements, avec pas mal de tips d'écriture. Donc ça, je pense que ça va vraiment vous plaire. Elle est passée notamment par la FEMIS, la Cézanne et le master de scénario. Mais tout ça, vous allez le découvrir dans quelques instants après les petits audios de circonstances. Ce podcast vous est présenté par World Media Match. La plateforme mondiale dédiée aux professionnels du cinéma et de la télévision. Plus de 35 000 contacts vérifiés, une marketplace de concepts et des services pour booster tous vos projets. Que vous soyez producteur, diffuseur, scénariste ou distributeur, World Media Match est l'outil incontournable pour développer vos opportunités. Alors merci à eux de nous soutenir. Rendez-vous sur worldmediamatch.com et connectez vos idées au monde. Ce podcast n'est pas un podcast ASMR. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Fressineau. Et moi, c'est Maxence Pirard. Ensemble, on est scénariste et créateur d'histoires. Et justement, après des années dans ce métier, on s'est rendu compte que l'écriture reste encore un grand mystère pour beaucoup. Que vous soyez passionné de storytelling, scénariste en herbe, professionnel ou simplement curieux de savoir comment naissent les grandes histoires, il y a tellement à découvrir. L'écriture, c'est la base de tout projet, cinéma, série, documentaire, format court, et pourtant peu de gens connaissent vraiment les rouages derrière ces récits. C'est ce qu'on explore avec Séquence, notre podcast qui plonge au cœur de la création d'histoires. Tous les 15 jours, on reçoit des scénaristes, des réalisateurs, des producteurs, des créateurs pour décortiquer leur parcours, leurs méthodes et leurs astuces. Et ce n'est pas juste pour les scénaristes, tout le monde peut y trouver de l'inspiration, que vous soyez auteur, créatif ou simplement fan d'histoires bien racontées. Et si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir pour nous permettre de produire encore plus régulièrement. Rendez-vous sur Patreon ou Tipeee via les liens en description. Le podcast est disponible en audio sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et sur YouTube. Alors abonnez-vous, activez la cloche, mettez-nous 5 étoiles. Et maintenant, place à l'épisode. J'ai plus de 20 scénaristes sous contrat. Henri, c'est François. Écoute, je te rappelle au sujet de notre scénario. C'est ça qu'on appelle un flashback? Nous sommes au regret de devoir vous annoncer que votre manuscrit n'a pas été retenu par notre comité de lecture. On ne peut plus se payer le luxe d'investir dans des choses aussi superflues qu'un scénario. Toi, tu sais bien que je lis jamais les scénarios. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Quand il s'agit de faire un film, les rêves ne suffisent pas. Je crée pour vivre. Hello tout le monde, un nouvel épisode de Séquence comme tous les 15 jours, les mercredis à partir de 7h du matin. Toujours avec mon fidèle Maxence, comment tu vas? Ça va bien et toi? Bah ouais, écoute, tout se passe très très bien. Ouais, déjà épisode 30, donc merci d'être de toujours de plus en plus nombreux à nous écouter, à suivre nos petites péripéties, que ça soit avec nos formats spéciaux ou nos formats interview. On est très contents. On a aujourd'hui encore quelqu'un qui a un parcours vraiment très très instructif, donc on va la faire rentrer dans la room dans très peu de temps. Vous donner quelques informations déjà. N'oubliez pas de mettre les petites cloches si vous nous regardez sur YouTube, mais surtout voilà, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Deezer, sur Spotify. N'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram aussi, ou comme ça vous serez au courant de tous les prochains épisodes de Séquence quand ils sortent. Je vous le redis, on ne fait pas de coupure entre Noël et Nouvel An, en tout cas pendant les vacances de fin d'année, donc vous aurez votre petit épisode du 25 décembre et puis après ça sera autour du 7-8 janvier je crois l'épisode suivant. Donc voilà, un grand merci vraiment de tous vos partages. On a beaucoup de retours aussi sur LinkedIn, donc c'est sympa aussi. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreuses et on vous en remercie. Je vais arrêter de faire des tunnels, j'adore faire des tunnels, vous le savez tous. Je vais du coup inviter Marine à nous rejoindre. Salut Marine. Salut. Je vais passer la main à Maxence qui va résumer en quelques mots ton parcours et on va voir si on s'est planté dans les infos qu'on a récoltées sur toi, Marine. C'est ça. Bonjour Marianne, bienvenue en tout cas. On s'en doute, t'es scénariste, je pense pas que je me plante ici. On te connaît pour ton travail sur la série Scam, sur ton passage sur Mortel, Mytho sur Arte ou encore sur Nos vies en l'air. La première petite question que je vais te poser, c'est comment c'est venu à toi la passion de l'écriture? J'ai toujours écrit. Oui, j'ai toujours écrit. J'écrivais mes premières œuvres, c'était des J'aime-lire, enfin des versions que je créais de J'aime-lire. Voilà, je faisais des épisodes de J'aime-lire avec la petite couverture, tout. Et on était souvent sur du réalisme magique avec des histoires de crayons qui font tes devoirs à ta place, de mathématiques qui font peur et qui se réveillent. Enfin voilà, donc j'ai toujours écrit, ouais. J'ai toujours écrit. Après, je ne connaissais pas le métier de scénariste.
Je pensais pas que c'était un métier possible, quoi. Jusqu'à ce que je me retrouve en prépa littéraire et où là, il y avait une option cinéma. Et donc là, j'ai commencé à un peu me familiariser avec les métiers du cinéma, mais à nouveau, je pensais pas à celui à ceux qui concernaient l'écriture. Je me disais peut-être la production, parce que j'ai l'impression que peut-être quand on est créatif, mais qu'on n'ose pas aller là-dedans, on va se dire tiens, ça c'est une manière de se rapprocher des créatifs, de ceux qui créent les histoires, sans forcément nous-mêmes prendre les risques associés au métier. Donc c'était ma première intuition. Sauf qu'en fait, j'avais vraiment aucun talent pour la production, quoi. Je sais pas faire 2+2, enfin, c'est une catastrophe. Donc, je suis pas organisée. Enfin bon, c'était pas du tout, c'était pas une voie souhaitable, ni pour moi, ni pour des futurs contenus audiovisuels. Et en fait, j'ai fait un Erasmus. Et là, dans cet Erasmus, on me dit, vous pouvez participer en auditrice libre à un cours de scénario. Donc, je me dis que je vais faire ça. Et le prof dit, ben, si tu vas au cours, il faut que tu fasses un scénario toi-même, en anglais. Je dis, oh là, ok, bon. Et en fait, ce prof-là m'avait fait un retour dithyrambique sur mon travail. Et je m'étais rendu compte après coup que, en fait, il faisait des retours dithyrambiques à tout le monde. Mais en fait, ça m'a donné la première impulsion pour me lancer, quoi. Parce qu'à partir de là, j'ai tenté les concours du CEA que j'ai pas eu. Puis j'ai découvert une formation à Nanterre qui s'appelle donc qui est un master d'écriture, un master pro d'écriture et scénaristique que peut-être vous connaissez aussi. Et ça m'a permis. J'ai loupé ça aussi, mais je l'ai eu la deuxième fois. Et ça m'a permis de poser les bases, je pense, de la dramaturgie vraiment. Et de là, parce que l'idée de cette formation, c'était d'écrire un scénario, vraiment d'essuyer les plâtres de l'écriture, non pas sous la forme d'un mémoire, mais vraiment sous la forme d'un scénario qu'on présente devant un jury, etc. Et ensuite, je suis rentrée à la FEMIS pour 1 an pour le cursus création de séries télé. Donc, en gros, je considère que mes 2 années de formation, c'était le master et la FEMIS. C'est là que ça s'est vraiment articulé autour de l'écriture et la passion du storytelling, elle s'est structurée vraiment à partir du moment où j'ai cherché à passer les concours, en fait. Et que du coup, il fallait produire des synopsis, il fallait être en mesure d'écrire des histoires raffinement, de se familiariser avec cette écriture particulière de l'audiovisuel, parce que souvent, quand on écrit, quand on est plus jeune, évidemment, on n'écrit pas... Enfin, moi, en tout cas, j'écrivais pas des scénarios, quoi. J'écrivais des histoires. Donc voilà. Donc, en gros, c'est vraiment devenu une passion en cherchant à maîtriser le craft. Et le premier livre d'écriture que j'ai acheté, c'était le scénario pour les nuls. Et franchement, je vous le recommande parce qu'il est super. J'ai beaucoup travaillé à partir de cet ouvrage-là, en gros. Et à partir de là, voilà, je me suis formée comme ça. On sait que le concours de la FEMIS, il est vraiment compliqué. Toi, tu as passé quel type d'épreuve pour y rentrer? Alors, le cursus série TV, il est un petit peu particulier quand même. On retrouve le type d'épreuve qu'on peut avoir pour le tronc commun, à savoir que ça se structure en 3 étapes, avec une étape qui est un peu plus de l'ordre de la formalité administrative où il essaie de voir si, en gros, on rentre à peu près dans les critères des personnes qui cherchent à savoir des gens qui ont soit une petite expérience dans l'écriture, soit voilà quelque chose qui justifie qui veulent faire le cursus création série télé. Et ensuite, comme dans la formation initiale, on avait un examen sur table où on devait produire le synopsis d'une série qu'on inventerait. Et ce qu'on avait pour nous guider... Enfin, pardon, je sais pas si c'est pertinent que je rentre dans le détail. Mais en gros, donc cette deuxième étape, c'était donc un synopsis d'une série qu'on inventerait. Et ce qu'on avait pour nous guider, c'était qu'on devait quand même s'attacher à des genres particuliers. Il me semble que nous, c'était entre la sitcom et le office drama. Donc il y avait quand même ce petit guide. Et après, c'était, si je me souviens bien, je crois que c'était 6 heures d'examen sur table à la FEMIS pour produire du coup le synopsis d'une série qu'on aurait inventée avec un pitch également et tout ça. Et il y avait aussi l'autre volet de la sélection, c'était d'écrire un essai d'analyse sur une série qui nous avait plu ou pas, en argumentant pourquoi elle nous avait plu. Et ah oui, ça me revient, pardon. La première étape avant le synopsis, c'était une note autobiographique
sur pourquoi c'était pertinent qu'on aille à la Fémis. Et là, c'était un travail que j'avais trouvé personnellement hyper intéressant parce qu'il fallait se raconter d'une manière quelque chose, une patte, un ton pourrait commencer à transparaître, tout en glissant subtilement des éléments de notre parcours qui pourraient justifier qu'on serait en gros une recrue intéressante pour le cursus de création série télé. Donc ça, c'était c'était vraiment un exercice chouette. La Fémis, pour moi, c'est une école qui cherche à individualiser, je trouve, les parcours des élèves qui s'y retrouvent, et on est poussé plutôt oui, c'est ça, à se développer en tant qu'individu créatif avec des univers à nous. Et du coup, je trouvais que cet exercice, il collait vachement avec la suite de la formation. Et voilà. Et la toute dernière étape, comme pour le cursus entrée en commun, c'était un jury à l'oral. Enfin voilà, une dernière étape de sélection à l'oral, quoi. Donc voilà, en gros, les 3 étapes qui étaient celles du concours. Donc similaire sur certains aspects au concours général, mais quand même, faut quand même dire qu'il y a, à l'époque, en tout cas, on était peut-être, je pense qu'on devait être une centaine de candidats pour 10 places à l'époque. Je crois que maintenant c'est 6. Donc c'est un peu, ouais, c'est beaucoup, mais c'est pas, si on compare avec le concours général, c'est un petit peu moins inaccessible, selon moi. Mais parce que le concours général, il me semble que c'est un ratio de 2000 candidats pour 46 personnes au total sur tous les départements confondus, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est quand même autre chose. Mais je pense que c'était la bonne formation à ce moment-là, en tout cas, à faire, quoi. Pour rester sur les formations, tu es aussi passé par le Cézanne, si je ne me trompe pas. Donc, la bande dessinée, hein, pour dire à nos éditeurs. En quoi ça t'a aidé en tant qu'auteur aujourd'hui? Est-ce que ça t'a donné, tu dirais, plus une vision du découpage qui est différente? Ouais, tout à fait. Le Cézanne, j'ai découvert cette école quand je me suis rendu compte que je pouvais financer des formations avec l'AFDAS. Donc pour nos auditeuristes, c'est un peu notre compte formation à nous, les scénaristes, quoi, qui permet de faire financer des formations qui peuvent nous donner un peu plus de cordes à nos arcs. Et c'était en 2021, et ça correspondait à une période où j'avais envie d'explorer d'autres types d'écriture. Et c'était une envie assez peu, comment dire, c'était pas très réfléchi, pas très structuré. Et en fait, ça a été vraiment génial d'aller au Cézanne, parce que donc du coup, en effet, l'idée c'était d'écrire un scénario de bande dessinée. Et pour répondre à ta question sur les découpages, ce que moi j'ai trouvé passionnant avec la bande dessinée, c'est que selon moi, il y a un usage du temps qui n'est pas celui du scénario audiovisuel. Pour moi, dans les scénarios audiovisuels, souvent je me retrouve un peu à compter les jours qui seraient dans mon scénario. Vous voyez, on fait des intérieurs et on se dit, ok, donc en fait, si cette histoire devait se passer dans la vraie vie, ça se passerait sur 1 semaine, sur 2 semaines. Dans la BD, une même case peut étirer le temps énormément, quoi. On peut ou tout simplement on peut, enfin, en utilisant en fait tout simplement l'intertextualité entre l'image et le texte, on peut jouer du temps d'une manière que je trouve vraiment très intéressante. Par exemple, l'idée qu'une case très longue horizontale suggère un blanc dans une conversation, par exemple entre 2 personnages. C'est des idées comme ça que évidemment on peut pas appliquer telles quelles dans l'écriture des scénarios audiovisuels, qui sont vraiment spécifiques au récit en images, quoi, et que je trouve passionnant à comprendre. Donc ça a été pour moi, ça a été à la fois je voyais qu'il y avait des réflexes évidemment de l'écriture qui pouvaient m'aider dans le scénario de BD, évidemment, mais en même temps il y avait une marge de progression, de différence par rapport à l'écriture audiovisuelle que j'avais pas forcément anticipé. Je sais pas si ça répond bien. Ouais. Ça répond tout à fait. Et du coup, qu'est-ce que tu as retenu, toi, les grandes leçons, en tout cas, les infos, les tips qui t'ont vraiment marqué sur ces différentes formations que tu as suivies? Un tips qui m'a, bon, c'est un peu en pagaille, mais par exemple pour la BD, parce que j'écrivais
aussi c'était un récit où il y avait une notion d'autobiographie, où j'essayais de travailler un petit peu plus au fil de la plume parce que je pouvais le faire par rapport à l'audiovisuel où on a des étapes préliminaires avant le scénario, donc on est un peu plus, on va dire, cadré. Un truc que me disait une des professeurs du Cézanne, que j'adore, elle disait beaucoup, il faut continuer à avancer, laisser les trous et se faire confiance sur le fait qu'on va revenir sur ces trous après et voilà. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller au bout. Je pense que c'est un conseil qu'on peut appliquer dans l'écriture audiovisuelle pour une V1, par exemple. Aller au bout de sa V1, même quand il y a des blocages, en laissant potentiellement des plot holes ou des soucis et revenir ensuite dessus. Donc ça, c'est un tips auquel je pense assez souvent. Souvent, ce qui m'aide comment dire, à dépasser les doutes que je peux avoir quand j'écris, qui sont parfois paralysants, vraiment extrêmement forts, c'est aussi de me dire, bah cette version-là, elle est un peu poubelle, quoi. Elle est un peu caca, c'est pas grave, elle sera ce qu'elle sera. Et puis ensuite, il y aura, c'est comme une première version de scénario, ça peut être vraiment, parfois ça peut être assez laborieux. Et puis ensuite, quand on arrive à la phase où on peut reprendre les dialogues, affiner, en étant à peu près certain de sa structure, là, on est comme on est dans cette espèce de truc, on a passé la côte là et on est dans un plateau agréable. Et du coup, parfois je me dis, ok, c'est pas grave, cette première version, elle aura le mérite d'exister. La perfection, c'est la mort. La perfection, ça n'existe pas. La perfection, c'est un fichier Word poussiéreux que tu ouvres plus jamais parce que tu as peur de te confronter à la distance entre ce que tu veux que ton projet soit et ce qu'il est en l'état. Et donc, juste, il faut conjurer ça absolument, quoi. Écrire et poser une première version, même nulle. Voilà, ça. T'as raison de le noter parce que c'est vrai que c'est un conseil qu'on entend souvent et que nous-mêmes on peut donner quand on nous sollicite là-dessus. Mais c'est vrai qu'en fait, tu n'as jamais une version qui est de la perfection, en fait. Ouais, c'est ça, c'est que c'est pas possible, quoi. Et en fait, en effet, j'ai personnellement, moi, j'avais des grosses névroses sur ça va être posé là, ça va être figé à l'écran, à l'écrit, sur du papier, si on parle de la BD, et je ne pourrais rien y faire et je ne pourrais pas revenir et encore retravailler. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend à affronter petit à petit en se disant, bah oui, voilà, il va falloir accepter qu'à un moment, il va falloir poser un espèce de point final et que il va falloir faire le deuil d'une forme de perfection, quoi. Vraiment, ça pour moi, c'est un des apprentissages qu'on fait avec le temps, hein. Je pense que c'est normal que ça vienne pas immédiatement. Et je crois que ça passe aussi par, ça va paraître un peu étrange ce que je veux dire, mais je pense que ça passe par une forme de, comment dire, de dédramatisation de son travail, quoi. Vraiment se dire, et bon, c'est pas parfait, il y a un moment, voilà, ça va pas changer non plus la face du monde, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose autour de ok, c'est pas grave, quoi. Vraiment, voilà, il y a d'autres problèmes. Et voilà, moi je trouve que c'est rassurant de le penser comme ça, pour les gens qui sont un peu perfectionnistes et névrosés, qui je pense constituent 95% des scénaristes, clairement. Donc voilà. Est-ce que justement cette notion de collaboration, elle pourrait pas aider à être moins perfectionniste, puisque du coup on travaille avec potentiellement plusieurs personnes et on a quand même un visu qui est différent parce qu'on travaille avec quelqu'un d'autre et les Oui. opinions d'une autre personne. Est-ce que toi, quel est ton rapport à la collaboration? J'ai beaucoup, collaboré, parce qu'en effet, en particulier, je trouve, quand on est scénariste télé, on travaille en room, on travaille, donc on a vraiment une manière de procéder, où on va d'abord écrire l'histoire, on va dire, de manière orale, dans une salle et tout, avant d'aller, chez nous avec nos épisodes à écrire seul, quoi. Heu et donc la collaboration, elle était là depuis le début. Donc il y a un apprentissage du travail d'équipe qui est hyper important et qui, je pense, tu as raison de le souligner, aide à se détacher oui, d'un certain perfectionnisme parce qu'avec, quand on est pris dans ces démons tout seul, voilà, souvent avec une autre personne, en effet, on est capable d'avoir une façon de penser nos projets de manière peut-être un peu plus saine. On peut se partager les doutes, les peurs. Et donc, du coup, je pense que travailler avec quelqu'un, ça permet de travailler ce perfectionnisme paralysant, quoi, pour s'en débarrasser. Donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait et que je fais toujours avec plaisir. Et je dirais même que c'est un gros critère de sélection des projets, quoi. C'est vraiment qui va être dessus et quelles ententes on va pouvoir nouer entre scénaristes sur les projets.
Je commence là, depuis plus récemment, à travailler seule, que ce soit sur la BD ou sur des projets où j'étais amenée à être plus seule. Et je suis étonnée de me rendre compte qu'il y a un grand plaisir aussi dans l'écriture solitaire. Mais je pense que c'est parce que je suis peut-être je suis un peu moins fragile que je ne l'étais avant. Donc ça arrive à un moment où je reconnais certains avantages à être seule, en voyant aussi des limites. Mais ce que j'adore avec le fait d'écrire seule, c'est que, vous savez, on parle beaucoup de je sais plus ce que c'est le terme exact, mais de cette différence entre les scénaristes architectes et les scénaristes jardiniers. Et Est-ce que tu veux nous expliciter tout ça, tiens, pour nos auditeurs, alors nos je sais plus, auditrices? ça se trouve, je vais dire n'importe quoi, mais il me semble que dans mon souvenir, les architectes, c'est ceux qui préparent leurs fondations en avance, qui vont être rassurés d'avoir un document genre ultra structuré pour commencer à dialoguer. Et les jardiniers, ça va être un peu, on va voir ce qui va sortir scène après scène. Je caricature un peu, mais et en fait, dans les faits, quand on écrit, quand on collabore sur des séries télé, en vrai, on peut pas être jardinier parce que, ben, en fait, on a des étapes préliminaires avant de rédiger le scénario, que la production, les diffuseurs, les streamers doivent pouvoir lire, ça doit être cadré, pour tout simplement pour pouvoir travailler harmonieusement avec beaucoup de monde. Bah, on peut pas être dans son coin à tailler son arbuste sans prévenir les autres, quoi. En revanche, sur la BD, par exemple, où j'étais seule, bah là, je me suis découverte jardinière, quoi. Et donc, il y avait un grand plaisir de se dire, bah, puisque là, c'est possible, voyons ce qui se passe en travaillant plutôt au fil de la plume. Et donc, quelque chose que je faisais beaucoup, c'était assez laborieux, mais c'était de reprendre systématiquement, quasiment depuis la page 1 mon travail. Ne pas écrire, parce qu'à ça, attention, c'est ne pas écrire, juste relire. Et à chaque fois que je recommençais une session de travail, c'était de retrouver une espèce de cohérence dans la manière dont les idées s'agençaient depuis le début, parce que j'imaginais un processus de lecture qui soit le plus fluide possible, qui soit le moins haché possible. Imaginez un lecteur ou une lectrice qui lirait tout d'un coup, et donc comment on crée des associations d'idées logiques. Et donc je pense que dans l'écriture, pour préserver ça, ce que je faisais, c'est que je reprenais très souvent l'écriture la lecture depuis le début, et puis j'ajoutais à l'écriture ce qui me semblait être pertinent en mettant dans la position d'une lectrice ou d'un spectatrice quand on est en écriture audiovisuelle. Je pense que ça, c'est le plus important, c'est essayer le plus possible de se détacher et de s'imaginer comment on prendrait les choses si on les découvrait pour la première fois. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'à un moment, on est forcément biaisé par tout le travail qui a été fourni. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est d'essayer le plus possible de se remettre dans ce qui serait la perception de quelqu'un d'autre qui découvrirait ce travail, quoi. Donc voilà, donc en gros, la découverte du mode jardinier, c'est associé à des projets plutôt seuls et qui sont pas forcément dans l'économie de la télé, de visuel, mais en tout cas, oui, c'est très chouette. C'est une belle découverte d'écriture, quoi. Je voudrais qu'on parle un petit peu de Scam, puisque tu as travaillé sur les saisons 3 à 5. Mais du coup, tu es revenu pour diriger la collection de la saison 11, si je ne me trompe Oui. pas. Oui. Alors, j'ai deux questions. Déjà, la première, c'est est-ce que tu peux un petit peu expliquer c'est quoi exactement le rôle justement d'un directeur de collection? Oui. Et la deuxième, c'est comment, selon toi, la série a dû changer et évoluer entre la première période et la deuxième période où tu es intervenu? Donc déjà, pour répondre à ce qu'est un directeur ou une directrice de collection, c'est une personne dont le rôle va être de chapeauter l'écriture d'une saison de série télé. Donc là, on parle par exemple de la saison 11 de Scam. Une saison de Scam, par exemple, c'était 10 épisodes d'une vingtaine de minutes à peu près, ce qui signifie donc 10 textes d'une vingtaine de pages également. Et donc, pour écrire ces 10 textes, dans le cas de Scam, en tout cas, on avait à peu près toujours la même recette, à savoir 5 scénaristes qui donc écrivaient chacun 2 épisodes de Scam. Et donc, la directrice de collection, le directeur de collection, c'est la personne qui va écrire ces scénarios, va donner un petit peu le là de ce qui va être sélectionné en termes de récits possibles dans la room, donc dans la salle où on décidait de l'histoire avant d'aller l'écrire, et qui aussi plus tard fait ce qu'on appelle du lissage, à savoir reprend les textes des autres et va faire une passe, par exemple, qui va concerner le ton, la manière de dialoguer. Idéalement, en fait,
pendant cette période d'atelier avec les auteuristes, on va faire en sorte de mettre on va se mettre le plus d'accord possible sur comment parlent les personnages, par exemple, pour éviter les surprises dans le scénario. Mais il y a toujours des remaniements. Sur Scam, par exemple, une particularité de Scam, ça se fait dans beaucoup de séries. Quand on est auteur, autrice sur Scam sans être directeur, directrice de collection, on fait 2 versions du scénario et puis ensuite ça s'arrête là pour nous et le DIRCOL reprend le travail. DIRCOL, le petit abrégé de directeur de collection et donc le lissage, c'est aussi des éventuels aspects techniques, par exemple à prendre en charge des changements de décor, des changements de comédiens, des changements en termes d'accessoires, etc. Donc voilà, ce qui est assez intéressant avec la direction de collection, c'est qu'on fait un peu plus le pont avec d'autres secteurs en fait de la production, quoi. Que ce soit avec la direction de production, que ce soit avec la réalisation, que ce soit avec les acteurs. Voilà, on va être un peu plus dans le processus global de mise en production de la série. Mais ça vient aussi avec des responsabilités ou voilà un rapport à l'écriture qui est différent. Donc je trouve que les 2 positions, auteur simple ou directeur de collection, ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais c'est vrai que quand on est à la direction de collection, on est un peu plus garante de l'histoire, de ce qui se passe et des conséquences ensuite sur le reste de la mise en production. Ensuite, quand j'avais commencé à bosser sur Scam, il y avait eu un changement justement de direction de collection et de réalisation, puisque c'était David Oureg à la réalisation et Niels Raoult à la direction de collection. Il y avait eu aussi une volonté qui était celle de travailler, de changer un petit peu plus le matériau existant par rapport aux saisons 1 et 2 de Scam qui avaient déjà été adaptées. Donc je précise que Scam, c'est une série norvégienne donc qui avait été adaptée en France et les 2 premières saisons respectaient assez respectaient un peu à la lettre l'histoire de la série norvégienne. Et à partir de la saison 3, il y a eu l'histoire était là, etc. Mais il y a eu une volonté de s'autonomiser sur certaines choses. Donc moi, je suis arrivée à ce moment-là. Mais on avait quand même encore des saisons existantes à créer. Donc, par exemple, passer des saisons existantes à créer, qui étaient donc les 3 et 4, des saisons existantes à adapter, pardon, qui étaient les saisons 3 et 4, puis la saison 5, qui était une saison à créer, avec des personnages qui étaient déjà posés, mais il fallait quand même imaginer une nouvelle histoire. Rien que ça, ça changeait déjà aussi la nature du travail, même si c'était encore David et Niels et qu'on avait des équipes qui n'avaient pas forcément énormément changé. Ensuite, il y a eu une autre directrice de collection, une autre réalisatrice. Donc là, à nouveau, c'est comme une nouvelle manière de faire Scam un peu, même s'il y avait je pense que ce qui fédérait, on va dire, tous les directrices de collection et réalisateurs qui sont passés sur Scam, c'était d'avoir des récits qui étaient assez inclusifs, d'avoir une dimension pédagogique dans la manière dont les récits étaient structurés. C'était d'avoir ce fonctionnement qu'on retrouve dans toutes les saisons, savoir qu'il y a un personnage qui cache quelque chose aux autres, une honte, parce que Skam, ça veut dire la honte en norvégien. Donc on retrouvait on va dire comment on dit, ce cahier des charges. On le retrouvait d'une saison à l'autre. Mais sur le ton de l'écriture, sur certains choix, ça pouvait en effet se faire en fait sous l'influence de la réalisation et de la direction de collection. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que on a quelque chose à insuffler dans un cahier des charges qui est déjà posé, bien sûr, mais il y a quelque chose qu'on peut insuffler aussi nous avec notre sensibilité évidemment. Donc il y avait c'était assez génial sur Scam saison 11 de là être en position de dire ok, on peut orienter je sais pas les vannes, la manière dont les personnages parlent, les univers qu'on veut faire passer à travers ces personnages-là, certaines références qui nous animent, enfin des choses comme ça. C'était assez excitant de se dire voilà, là c'est là d'être dans une position où c'est un peu à nous de refaire certaines choses. Mais je sais pas si on devait prendre un pourcentage, c'est comme s'il y avait, je sais pas, 80% qui était comme il fallait faire dans les clous, quoi, de ce qui était déjà. Puis il y a 20% de liberté à trouver dans certains éléments, voilà, comme je disais, le ton, voilà. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu as apporté dans la room que tu as gérée en saison 11 par rapport à ce que tu avais vu dans le passé? Qu'est-ce que tu as gardé? Qu'est-ce que tu as changé?
je me suis pas mal basée sur ce que j'avais connu quand même à l'époque de Nils, de David et tout ça, parce que j'avais trouvé que c'était bien, que c'était une bonne manière de faire sur les saisons que j'avais faites auparavant. Donc en termes de méthode de travail, on a gardé ce que j'étais avec Alexandre Gorget, on était co-DIRCOL sur cette saison 11. Et donc, on avait 3 autres autrices, en l'occurrence. Et on a gardé cette méthode que moi, j'avais connue quand j'étais arrivée sur Scam saison 3, à savoir vraiment, on avait des post-it dans la salle. Et au début, on avait 10 colonnes comme ça correspondant aux 10 épisodes. Et petit à petit, on remplissait nos colonnes avec ce qui se passerait grosso modo dans les séquences. C'est pas très précis, mais c'est pour voir en fait s'il y a bien un effet de causalité qui est là d'une séquence à l'autre, s'il y a pas des séquences qui servent à rien, je pense que la particularité pour moi de Scam, c'est que à la fois on est totalement du point de vue du personnage point de vue, et en même temps il faut pas oublier ce qu'on appelle des storylines B, quoi, parce que des intrigues secondaires avec d'autres personnages qui vont nourrir le récit, qui vont raconter quelque chose thématiquement aussi, donc c'était des choses auxquelles on faisait attention dans la room. Et un truc qu'on s'était dit nous donc avec Alexandre et donc Mathilde Cadreau, Anaïs Toupla et Férouz Absiti qui est dans la room aussi, c'était que on repartait sur des personnages qui étaient en seconde. Il y avait toute une génération qui était passée avant, qui avait donc génération de personnages qui avaient quitté le lycée. Donc par exemple, quelque chose qu'on s'est dit dans la saison 11, c'était on veut assumer qu'ils sont un peu plus bébés, qu'ils sont moins matures, qu'ils ont pas les réponses sur tout, qu'ils vont faire des erreurs, quoi. Qu'ils sont un peu moins matures que ce qu'avait pu être la génération précédente, par exemple, de personnages. Donc ça, par exemple, c'était des choix où on s'est dit, voilà, on va assumer qu'ils sont un peu plus bébés, sortis du collège. Et donc ça, par exemple, ça dictait évidemment ce qui se passait pour les personnages. Donc voilà, c'était des choses comme ça. On avait aussi envie, mais ça s'était déjà vu dans d'autres saisons de Scam, mais d'avoir des personnages qui nous surprendre, ne pas être exactement ce qu'on pensait qu'ils seraient directement. Par exemple, le personnage de Yanis, donc un des personnages de la saison 11, on avait imaginé un premier de la classe, enfin un élève qui est assez doué, qui fait pas de vagues, mais en fait, dont on se rend compte que il triche un peu, il fait sa vie, qu'il est extrêmement indépendant, qu'il est pas du tout si tête d'ampoule que ça. Donc on voulait aussi jouer de ce qu'on pouvait percevoir d'un personnage au début, ce qu'on découvre après, parce que pour nous, on voulait simplement recréer, je pense, ce sentiment qu'on a tous eu d'arriver en seconde et d'avoir des jugements à l'emporte-pièce parfois sur certains camarades de classe, et puis en fait toutes nos convictions sont ébranlées et celui qu'on n'aimait pas devient notre ami, et enfin voilà, c'est ces choses très adolescentes tout simplement. Et donc voilà, on voulait que l'écriture elle reflète ça, quoi, tout simplement ce qu'on avait connu nous en tant qu'ados, quoi, même si on est vieux maintenant. Mais voilà. Si tu devais justement comparer un petit peu entre n'importe quel diffuseur et France TV /, quelle est la différence de liberté narrative, si je puis dire, par rapport à une chaîne plus traditionnelle que tu peux avoir? Sur Slash, on était assez libre. Et c'est vrai qu'on était assez libre parce que il y avait, je pense que on était, il y avait une confiance qui venait du fait que Scam, ça marchait bien, Scam avait trouvé son public, on avait toutes les personnes qui étaient, je pense, passées par Scam, qui ont travaillé pour la série, avaient une idée assez similaire toutes de ce qu'il fallait faire, à savoir des récits inclusifs qui proposent un miroir pour les adolescents et qui proposent vraiment une diversité de situations dans lesquelles ils peuvent se reconnaître et tout ça. Donc à partir du moment où ce cahier des charges-là, il était respecté, à partir de là, on était assez libre de faire ce qu'on voulait. Je sais quelque chose qui pour moi était spécifique à Scam, c'était par exemple cette idée que si les personnages je sais pas, mettons, prenaient de la drogue ou faisaient quelque chose de moralement impondable, il fallait qu'il y ait comme une forme de... Enfin, que dans le récit, que ce soit un moment, que ce soit payé comme étant quelque chose... il fallait pas, par exemple, qu'on glorifie, je sais pas, la prise de risque. Donc si un personnage prenait des risques, il fallait alors
que ça lui retombe un peu sur le point du nez à un moment. Donc il y avait vraiment ça, c'était quelque chose qu'on devait garder en tête en écrivant pour Scam. Je pense que ça tient du service public. À mon sens, quand on travaille pour le service public, on a une responsabilité particulière en fonction de son public. Là, on est en plus sur un public adolescent, donc il y avait cette idée, voilà, de faire attention à ce que ce public-là ne soit pas influencé dans le mauvais sens du terme, tout en essayant aussi de parler de manière honnête de certaines choses. Donc Scam, par rapport à d'autres diffuseurs, il y avait cette idée-là qui était présente, voilà, qui était à mon sens très importante aussi. Moi, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, que en effet, il y a des âges où on peut pas voir, on voit pas les choses de la même manière et on peut avoir une responsabilité en tant qu'auteuriste à apporter à certains endroits sur voilà les types de récits qu'on propose pour les adolescents, quoi. Donc voilà, il y avait ça qui suppose voilà les différents si on fait un polar par exemple, voilà et qu'on a un public plus âgé ou voilà, c'est peut-être autre chose, voilà. Donc, On en parle beaucoup dans le podcast sur le fait que ce soit pas forcément les plus talentueux qui arrivent, mais que le réseau, le networking est une phase importante de nos métiers. Est-ce que tu peux me parler de cet énorme truc qui s'appelle le repère Pitchoun? Et je trouve que le nom est terrible. Très bien. Qu'est-ce que le repère Pitchoun? Le Robert Pitchoun Club, de son nom complet, le RPC. Le Robert Pitchoun Club, c'est un collectif de scénaristes dont fait partie, je crois, Oui, je crois que Déborah et Joris, que nos auditeurs et nos auditrices peuvent retrouver dans la saga de l'été et quelques épisodes de Nous créons une série de A à Z ensemble, oui, en font partie. Alors explique-nous comment ça a marché, comment est née l'idée et comment ça fonctionne et ça peut peut-être inspirer des gens qui nous écoutent, ouais. Oui, Joris vous raconterait ça mieux parce il fait partie des fondateurs du Robert Pitchoun. Si je dis pas de bêtises, et ce sont les premiers membres du Robert Pitchoun Club se sont rencontrés dans un atelier création de série au CEA. Quand cet atelier s'est terminé, ils se sont dit c'est dommage, on va tous repartir dans notre coin. Alors qu'il y a des logiques, enfin voilà, on peut parfois se sentir assez seul dans le métier. Et donc ils se sont dit mais est-ce qu'on pourrait pas se fédérer en collectif? Et il s'avère que quand je suis devenue scénariste, on a collaboré sur un projet avec Joris. Et donc à ce moment-là, il me dit ah mais tiens, est-ce que toi ça t'intéresserait de rejoindre le Robert Pitchoun Club? Et bon déjà moi j'étais sous le charme du nom évidemment. Oui, carrément. Et puis non, je trouvais ça super, c'était un truc que je voulais faire. Et donc l'idée de ce collectif, c'est qu'on se réunit, on essaye de se réunir une fois par mois. Et on a un système de présidence roulante, à savoir que donc les différents membres du Robert Pitchoun deviennent tour à tour la présidente de la séance, on va dire. Et donc quand on est président de séance, on doit se débrouiller pour avoir une salle en général à la SSED. Ou voilà ailleurs si c'est pas possible. Et c'est un peu à nous d'organiser voilà la logistique des retrouvailles. Et le mot d'ordre en fait du Robert Pitchoun Club, c'est qu'on essaye de faire passer en priorité les textes des membres du collectif qui auraient besoin d'un regard sur un texte, voilà, où ils ont des doutes sur certaines choses, donc on s'en parle. Donc il y a des échanges. Ça c'est vraiment la priorité pour nous, c'est pouvoir s'entraider sur des moments d'écriture un peu solitaires où on a besoin d'un autre regard. Donc le collectif il vient vraiment répondre à ce besoin-là. Et s'il y a pas de texte et qu'on est tous des gros flemmards ou on a tous trop de trucs à faire et qu'on n'a pas forcément eu le temps de se lancer dans des nouveaux projets, on aime bien aussi se donner par exemple des petits challenges d'analyse de séries par exemple. Donc quelqu'un qui a vu une série qui lui a plu peut se dire ok quand ce sera ma séance, je vais vous faire une analyse du pilote de telle série qui m'a plu. Donc ça peut être un autre. Moi, je sais qu'une fois, j'avais fait, si je dis pas de bêtises, je crois que j'avais fait un épisode de Mad Men. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'on va se pencher en fait sur des éléments d'écriture qui nous plaisent dans des séries qui existent déjà. Et qu'est-ce que ça va nous apporter comme réflexion. Il y a parfois, on a aussi des invités. On peut avoir des personnes qui travaillent dans l'IA ou qui travaillent on essaie de viser en fait des types de métiers qui vont
qui peuvent être utiles à écrire. Donc, si quelqu'un a genre une belle-sœur avocate, ou ça c'est genre, est-ce qu'elle serait d'accord? Enfin, voilà, c'est ce genre en tout cas, c'est le type de profession qu'on retrouve dans Par l'écriture. contre, le beau-frère tueur en série, on l'invite pas, lui. Hein. Ouais, celui-là, on évite, voilà. Mais donc voilà, donc le Robert Pichoun Club, c'est ça, c'est un mix de moments un peu d'enseignement, quoi, et des retours aussi sur le travail des uns et des autres. Des tours un peu de tours aussi de où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on a un problème, est-ce qu'on veut en parler, est-ce que, voilà, sur l'écriture. T'as souvent travaillé sur des séries chorales de façon générale où il y a beaucoup de points de vue, beaucoup de storylines. Toi, c'est quoi le challenge pour réussir ce genre en particulier et équilibrer tous les points de vue pour pas qu'il y en ait un qui soit potentiellement qui détrône les autres, quoi. Bah, c'est marrant que tu dis ça parce que je trouve qu'il y avait, enfin, c'est vrai qu'en écriture, bah, par exemple, Mortel, c'était assez équilibré entre donc notamment les personnages de Victor et de Sofiane, mais il y avait d'autres projets où finalement on avait quand même un personnage qui souvent je trouve qu'on le repère parce que c'est lui qui vit qui a les pires problèmes, quoi, qui vit les pires trucs. Et en vrai, même dans une logique d'écriture chorale, il y a quand même un truc de point de vue d'un personnage qui peut ressortir subtilement. Bon, le cas de Scam, évidemment, on avait un point de vue qui était pour le coup assez assumé, mais sur d'autres projets, ça peut ressortir. Il y a quand même une personne qui va un peu plus ressortir, je dirais. Mais en fait, pour gérer tout ce qui est écriture chorale et écriture sérielle en général, quelque part, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le temps. Et c'est peut-être parce que j'ai fait aussi du polar quand j'ai commencé et que je trouve que dans l'idée de polar, on voit vraiment on a vraiment l'impression qu'il y a, je sais pas, une semaine qui se passe pour les enquêteurs jusqu'à le dénouement, etc. On a un sens du temps qui est assez présent dans l'écriture du polar. Mais en tout cas, moi, c'est un truc auquel je pense beaucoup, à l'espèce de déroulement du temps comme ça. Je me dis, mon épisode, ben voilà, il ferait genre 3-4 jours. Et donc, quand je pense à l'écriture chorale, au changement de point de vue, je pense à comment ventiler le temps. Comment on se dit, attends, il en est où lui? Là, on est le soir. Ce personnage, il est censé avoir avancé sur tel sujet. Et du coup, on le reverrait à ce moment-là parce qu'en fait, ce serait le plus payant de revoir. Bah ouais, c'est vraiment qu'est-ce qui va être payant aussi en écriture, c'est-à-dire c'est un processus qui commence à se faire de plus en plus. Mais cette idée que, par exemple, on finit sur un maxi cliffhanger et au lieu de continuer directement et de savoir qu'est-ce qui s'est passé derrière ce méga mystère qu'on a posé, hop, on part sur une totale storyline pour frustrer un petit peu le spectateur, puis pour revenir. Donc pour moi, l'usage des différents points de vue, c'est toujours se demander, mais qu'est-ce qui va être le plus payant, qu'est-ce qui va être le plus accrocheur là, est-ce que c'est pas intéressant de laisser tomber cette personne pour repartir sur ce personnage-là? Donc je dirais que c'est comme ça pour moi, c'est comme ça que se met en place la question des points de vue quand on est dans des récits qui sont en tout cas très drivés par l'intrigue. En tout cas, je pense qu'il y a quand on est beaucoup drivé par l'intrigue, je trouve qu'il y a ça. Tandis que je pense que quand on est drivé par les personnages, là, ça devient presque des espèces de couches de lasagne qui s'ajoutent où petit à petit, on commence à avoir une idée touche par touche de qui sont ces personnages, quelles sont leurs interactions, tandis que dans le plot driven, on va vraiment juste couper là où c'est le plus intéressant pour l'info qu'on cherche à délivrer, cacher, voilà. Moi, je me rends compte que quand j'ai démarré, les rooms étaient essentiellement masculines. Je me réjouis de voir que les choses changent. Toi, de ton point de vue, comment tu as vu évoluer ça? Est-ce que tu penses qu'il y a encore beaucoup de choses qui doivent être mises en place? Lesquelles, en termes d'inclusivité, en termes d'égalité, d'équité? Et en quoi MeToo aussi a changé les choses de ton point de vue? Moi, j'entendais des atrocités des fois dans des rooms. J'étais là, mais au secours. Je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai fui quelques-unes. Mais comment tu perçois tout ça, en fait? Bah, je crois que je suis arrivée, parce que j'ai fini la Fémis en 2017, donc un tout petit peu après MeToo. Donc je suis arrivée à un moment, je pense que je m'en suis pas vraiment rendu compte, mais un moment un peu charnière, je crois, sur ces questions-là dans le métier, parce que il était légitime tout d'un coup d'inclure des voix, notamment des voix féminines. Et c'était même pas seulement légitime, c'était même plutôt vital pour que l'industrie puisse se renouveler, prendre
en marche les changements qui se sentaient dans la société et tout ça. Donc je suis arrivée à un moment où je crois qu'il y avait une recherche de point de vue féminin justement. Donc j'ai assez peu connu des rooms où il y avait que des hommes par exemple. On était souvent, il y avait souvent une forme de parité ou en tout cas, c'est pas forcément parfaitement, voilà, c'était pas la parité parfaite, mais il y avait cette idée-là. En tout cas, moi, je pense que quand je suis arrivée, c'était comme ça. Après, il y a quand même, on peut voir quand même que certains postes de décision sont peut-être plus des postes occupés par des hommes. Sur la réalisation aussi, j'ai pas les pourcentages dans la tête, mais je pense que on peut dire sans trop de mystère qu'il y a probablement plus de réalisateurs que de réalisatrices. Donc ça peut jouer à ce niveau-là, ou à la direction de collection, où ça va peut-être être plus des hommes aussi. Mais en tout cas, sur les rooms, là, on peut avoir des points de vue quand même qui se diversifient, je trouve. Mais oui, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire, mais qu'il y a des points de vue qui se diversifient. Que aussi, je pense, je connais moins ce domaine-là, mais chez les diffuseurs, chez les streamers, de ce que je comprends, de ce que j'en vois, il y a aussi beaucoup plus de femmes qui sont dans les postes de chargés de programme, par exemple. Donc, ça va avoir aussi une influence sur les types de récits qui sont promus, quoi. Mais c'est pas tout. Enfin, c'est loin d'être. Voilà, c'est pas pour dire que c'est tout rose, mais je pense que je suis arrivée à un moment où ça commençait à changer, je crois. Et c'est difficile de s'en rendre compte, mais oui. Est-ce que toi, pour un ou une scénariste débutante, est-ce que tu aurais des conseils sur les red flags en fait? Parce que c'est vrai qu'on en parle aussi dans le podcast de ces réactions ou de ces comportements qui d'un coup tu te dis bon là si t'es jeune et que tu confrontes à ça, que t'as pas expérience, c'est red flag quoi. Oui, parce que oui, malheureusement, il y a des logiques, évidemment, il y a des logiques qu'on trouve dans tous les domaines. Où, si on est une jeune femme, voilà, on peut subir. Oui, tu peux te retrouver à être pris dans des rapports de pouvoir avec des personnes de l'industrie qui sont plus âgées, qui sont des hommes, qui sont. Donc dans ces cas-là, je pense que c'est un peu comme dans la vie de manière générale et savoir partir, dénoncer s'il faut, se fédérer avec les autres. Et de manière générale, ce que je dirais, c'est que je pense que ce qui est difficile avec le métier de scénariste, c'est c'est un métier qui a quand même une forme de précarité, quoi. Et quand on commence à faire ce métier, on a très très peur que notre comportement, que ce qu'on pourrait dire, que ce qu'on pourrait faire pourrait nous nuire plus tard. Et ça, je pense que c'est un truc dont il faut essayer au maximum de se délester, parce qu'en fait, moi, c'est un truc auquel je crois plus vraiment maintenant. Je pense que si on est en lien avec les bonnes personnes, qu'on fait bien son travail, qu'on est sympa, il y aura quand même toujours des pistes. Donc ne pas hésiter à partir si des situations sont toxiques ou sont parce qu'en réalité, oui, c'est difficile. Évidemment, c'est difficile. Et moi, je parle depuis une position où je suis quand même passée par des écoles, où je suis genre une femme blanche, où je peux avoir aussi un certain nombre de privilèges à certains endroits. Mais malgré tout, je trouve que on peut quand même souvent retomber sur ses pattes, en particulier parce que on n'a pas encore parlé là, mais il y a aussi les agents qui peuvent nous aider à retrouver des opportunités. Donc voilà, j'aurais tendance à dire ne pas avoir peur de quitter des situations pour rire, parce que la santé mentale, ça reste le plus important et que parfois on reste dans des situations par ailleurs pas très bien payées non plus et pas si voilà. Donc en plus de ça, voilà, je trouve que ça justifie encore moins de subir des choses vraiment difficiles mentalement, psychologiquement. Donc voilà, en gros, c'est ça que je dirais, quoi. Mais je trouve que en tout cas, voilà, il y a de plus en plus de femmes et je pense de réflexion autour des questions d'inclusivité et de bien-être et de voilà. Dans un autre registre, du coup, je change un petit peu. Oh, t'as le sourire de celui qui va bifurquer sur un sujet complètement différent. Exactement. Non, on en a déjà parlé un petit peu puisque tu as touché à la BD avec le Cézanne. Mais est-ce qu'il y a d'autres supports, formats qui t'intéresseraient de t'y atteler? Peut-être un peu la radio. Ouais. Ce qui est auditif. J'ai une amie qui est aussi scénariste avec qui on a eu un moment un projet, mais finalement qui n'a pas continué, mais qui était une fiction audio, quoi. Ça, c'était quelque chose que j'avais trouvé
fait, moi, je pense que je suis un peu une geek des méthodes d'écriture, du storytelling. Et donc, là, tu me dis nouvelle contrainte. Et du coup, on dirait que je me mets à frétiller, quoi. Je me dis, ah, c'est génial parce que ça va être typiquement, voilà, la fiction audio qui n'est pas le podcast. C'est une fiction où on plonge les auditeuristes direct dans des univers où ils vont devoir très vite pouvoir identifier les uns et les autres sans les voir. Donc, faut faire attention, par exemple, à pas choisir, je sais pas, 4 personnages qui ont la même tranche d'âge ou le même genre, parce que sinon tu pourras pas les différencier. Enfin, tu dois réfléchir à tout ça, tu dois réfléchir à créer des ambiances qui puissent se reconnaître. Je me rappelle que j'avais écouté un podcast qui s'appelait Homecoming, qui est devenu une série, il me semble, après. Et par exemple, il y avait un lieu, voilà, récurrent dans la série audio. Et bien, pour qu'on puisse comprendre que c'était récurrent, il y avait un aquarium avec un espèce de bulleur qui faisait le même bruit à chaque fois pour qu'on puisse savoir que là, on était bien dans ce lieu-là. Donc, c'est ce genre de contraintes techniques, moi, qui m'intéresserait avec le support audio. Après, je pense que ce que je préfère, en dehors de l'audiovisuel, ce que je préfère, c'est la BD. Vraiment, moi, c'est enfin, voilà, le rapport à l'image et à tout ce qui est possible de faire tout d'un coup quand on n'a plus de contraintes de budget. Je pense que c'est un truc que j'ai envie d'exploiter encore. Mais voilà, sinon, ce serait je pense tout ce qui est fiction audio, je trouve ça très intéressant aussi et vraiment ardu, quoi. Et du coup, je me dis, ah, génial. Voilà. T'as beaucoup coécrit, mais alors, si je dis pas de bêtises, c'est pas forcément avec un binôme ou une binôme récurrente. Comment tu te réadaptes à chaque fois à cette écriture en collectif? Ben, un truc auquel je pense beaucoup, c'est à comprendre le chemin de pensée de l'autre. Bon, ça vient pas du jour au lendemain, mais c'est petit Ah, à moi, j'ai laissé tomber avec Maxence, hein, je te le dis tout de suite. Le chemin est beaucoup trop. Non, je plaisante. Oui, il y a des gens avec qui c'est trop rocailleux. Non, mais je trouve que c'est assez marrant de comprendre petit à petit les marottes des uns, des unes et des autres, et pourquoi ils vont être toujours dans leur même marotte, ou pourquoi il y a ça fait tiquer certaines personnes, certains trucs. Et donc petit à petit, c'est ah, ok. Donc en fait, quand tu dis ça, c'est parce que t'es obsédé par tel truc et machin. Ah oui, attends, je te connais assez pour savoir maintenant que tu aimes cette série. Donc en fait, là, tu penses à cette scène dans telle série que t'as envie de refaire, enfin, que t'aimerais explorer pour nous dans notre projet. Ah, voilà, c'est ce genre de truc petit à petit où c'est se mettre un peu dans les pantoufles de l'autre, d'essayer idéalement, que ça soit aussi vrai pour nous, pour se mettre dans nos pantoufles à nous, mais c'est vraiment comprendre petit à petit, c'est ça, les chemins de pensée, parce que chaque scénariste a sa matrice, a ses références, a ses obsessions. Enfin, moi, je suis un peu convaincue qu'on passe notre temps à parler des mêmes trucs sous des formes diverses, quoi. Et du coup, petit à petit, voilà, on voit les marottes des uns et des autres. Donc moi, je prends ça comme un truc très. Enfin, je sais pas. Je me dis toujours que les autres, c'est des espèces d'énigmes à décrypter sur leur manière de penser. Donc, quand on est scénariste, c'est vraiment là, c'est vraiment l'occasion d'aller dans vraiment les méandres de comment fonctionne la psyché des uns et des autres. Donc voilà, je pense que j'essaye de me réadapter en me disant, ah ouais, c'est une nouvelle façon de penser. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. J'aurais pas pensé comme ça, mais d'accord, je vois ce que tu veux dire. Voilà, c'est un peu se se sortir, mais c'est pas facile parce qu'on fonctionne à partir d'un endroit d'imaginaire qu'on a parfois du mal à exprimer, quoi. Donc il faut réussir petit à petit à exprimer, voilà, quelles sont nos marottes. Puis il faut aussi que la personne en face soit intéressée par ces marottes-là et vice versa. Enfin voilà, c'est donc il y a aussi il y a des moments, il y a un feeling où on l'a pas, quoi, mais on n'a pas toujours le choix de la personne avec qui on va travailler. Donc c'est intéressant de voir ça comme ok, il faut que je comprenne comment tu fonctionnes, voilà, quelque chose comme ça. Dernièrement, il y a eu pour toi Nos vies en l'air, du coup, sur France.tv. Que représente la série pour toi, mais en même temps, tu peux nous expliquer un petit peu la conception autour du projet? Moi, la série, ce qui m'avait intéressée dessus, c'était enfin, bon, j'étais sur des sujets relatifs à l'adolescence depuis un moment avec Scam. Et là, je trouvais ça très intéressant d'oser parler du suicide, enfin voilà, des idées suicidaires à l'adolescence. Moi, je suis assez à l'aise pour en parler, mais je suis quelqu'un
qui a pu avoir des soucis en termes de santé mentale, de dépression, des choses comme ça. Donc je pense aussi que j'étais curieuse de savoir comment on peut lever un tout petit peu le tabou autour des pensées suicidaires ou du suicide, parce que malheureusement, il est possible que beaucoup de gens puissent avoir un moment, ne serait-ce qu'une pensée. Donc moi, c'est parti de là. Ensuite, alors moi, il faut savoir que je suis pas allée au bout de l'écriture. Il y a une autre équipe ensuite. Donc j'étais surtout à l'étape des arches, et donc je travaillais avec Delphine Agu et Margot Ponhomme. Et on se posait, on avait donc faut savoir que c'est un livre, Nos vies en l'air à la base. Donc on avait le matériau existant, et pour moi, un des grands défis, c'était, il y avait une forme évidemment, il y avait une noirceur dans le livre, c'était l'idée aussi, quoi. C'était deux adolescents qui vont essayer de combattre leur noirceur ensemble, quelque chose comme ça. Et ils avaient des actions dans le livre où par exemple on pouvait tomber on pouvait avoir comme écueil l'idée que qu'est-ce que ça ferait de le montrer à l'écran, parce que c'est pas tout à fait pareil de lire, je sais pas, une scène d'automutilation par exemple, c'est pas pareil de le lire que de le voir. Ouais. Présente, comment, donc pour moi ça c'était des questions qui étaient au cœur du projet de comment on gère ces choses-là, quoi. Je trouve que je pense qu'on peut lire des choses, moi en tout cas pour moi, hein, j'ai une meilleure résistance à la violence quand je lis que quand je regarde quelque chose. Je pense que le fait de voir avec le son, l'image, c'est autre chose, ça s'imprime différemment, je crois, en nous. Et du coup, voilà, ça c'était, en tout cas pour Nos vies en l'air, c'était des questions qui étaient vraiment au cœur du travail. C'était surtout avec un public adolescent à nouveau. Comment on gère ça, parce que on a une propension à la violence quand on est adolescent, c'est clair. Et ça peut faire du bien aussi de le montrer. En certaine mesure, il peut y avoir des principes de catharsis. Et en même temps, il faut aussi faire attention à ne pas à nouveau romancer, glamouriser peut-être certains. Donc voilà, c'était vraiment ça, c'était au cœur, en tout cas, de ma réflexion sur ce projet-là. Voilà. Et je me permets de te couper, mais est-ce que là, à ce stade-là, tu travailles avec des spécialistes, avec des psychologues Eh ben, ça peut. Ça peut. En tout cas, on essaye souvent. Il y a eu beaucoup de projets où, par exemple, sur la saison 11 de Scam, on a beaucoup parlé avec notamment des EduxP. Par exemple, mais ça aurait pu être aussi avec des psychologues. Je pense que personnellement, je militerais pour qu'il y ait systématiquement une consultation avec un ou une psychologue quand on est sur des projets qui sont destinés aux adolescents, pardon. Je pense que ce serait bien que ce soit presque une sorte de quelque chose de qui puisse être pensé, quoi, en amont, quoi. Mais autrement, c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on envisage, et qui s'envisage, je pense, de plus en plus aussi. Je pense que notamment, je sais pas si c'est exactement ça, mais je me suis demandé si le Covid, le confinement n'avait pas de toute manière un peu ouvert les discussions autour de la question mentale. Donc, je trouve que dans les prods, il y a quand même de plus en plus de personnes réceptives à parler à des psychologues sur différents sujets. Je te rejoins complètement, parce que moi, j'ai une fille de ma grande à presque 19 ans, et on l'a vécu cette période-là. Et c'est vrai que du coup, c'est une période où il y a eu beaucoup plus de discussions, d'échanges, et puis d'un coup, effectivement, et presque aussi de gamins, d'ados qui se livrent beaucoup plus. Oui, c'est ça. Et je crois comprendre que moi, je suis assez peu sur les réseaux, mais je crois comprendre qu'il y a quand même de plus en plus de contenus qui traitent de ça. Donc, il y avait aussi un discours autour d'eux qui avait changé, je trouve, par rapport à l'époque où moi j'étais ado, par exemple. Et donc voilà, j'ai l'impression que ça a un peu changé, que c'était OK de dire qu'on était complètement déprimé après le Covid, que voilà, que c'était de plus en plus c'était de plus en plus présent. Donc je trouve que ça change un petit peu aussi la nature des discussions sur les projets, du coup. Donc plutôt pour le mieux, je pense, j'espère. Je remarque que, en fait, tu arrives souvent sur des projets qui sont soit en cours de route ou alors sur une partie distincte d'un projet. Quels seraient tes conseils pour se réadapter à chaque fois sur des productions qui sont déjà en cours? Alors ça dépend du stade d'avancement des projets. Si c'est possible, mieux vaut voir les épisodes déjà existants ça c'est dans l'idéal. Autrement, sinon c'est lire tous les documents.
et vraiment faire la part des choses entre ces projets perso où là, on peut avoir des personnages qui parlent comme on le veut, qui reflètent quelque chose qu'on a envie de raconter, et des projets de commande, des projets qui sont déjà en cours, où là, vraiment, l'idée, ça va être d'aller dans le sens de ce qui est déjà fait, de ce qui a déjà été posé, parce que l'idée, c'est de faire gagner du temps. Quand on intègre une room en tant qu'auteurice, on n'est pas à dire colle, etc., on est là pour diviser la charge de travail et pour créer une cohérence, comme si on était un chœur, quoi, une cohérence d'ensemble dans l'écriture. Donc vraiment, l'idée, ça va être de se baser sur ce qui existe. Évidemment, avoir un regard critique, évidemment, c'est important aussi. Mais la plupart du temps, l'idée, ça va être d'amplifier ce qui existe, d'apporter son regard à soi, évidemment, mais en partant de ce qui est déjà là et de pas forcément venir en disant: «Je vais proposer autre chose». Sauf si on nous embauche à dessein. C'est-à-dire, là, on veut refaire, toute l'histoire, on a besoin de toi pour ça. Là, c'est différent. Mais quand on arrive dans une machine qui est déjà en place, qui est déjà huilée, l'idée, ça va être de se mettre dans cette machine, d'apporter son regard dans cette machine et en gardant ce qui est déjà posé. Donc voilà, faut accepter que parfois ce serait pas ce qu'on aurait fait nous-mêmes, mais dans un travail collectif, dans un travail qui est déjà là, bah voilà, c'est pas forcément l'enjeu, quoi. D'où l'importance, je pense, d'avoir des projets vraiment perso dans lesquels se lâcher. Voilà. Je sais pas si ça répond bien à la question. Si, tout à fait. Je vais rebondir sur les marottes. C'est vrai que tu as un parcours qui est très riche avec beaucoup de séries sur lesquelles tu as participé à différents moments clés, comme disait Maxence. On a compris qu'une de tes marottes, c'est très positif, hein, quand je le dis comme ça, on utilise ce terme-là depuis tout à l'heure, autour de l'univers ado et jeunes adultes. Est-ce que tu en as d'autres, justement, qui te motivent aussi, d'autres marottes, d'autres thématiques phares dans ton écriture? Complètement, complètement. Il y a des marottes, il y a des obsessions, il y a des je suis beaucoup, déjà beaucoup sur les questions de santé mentale. Ça, c'est quelque chose, que j'ai développé, justement avec la BD. L'autofiction, aussi, c'est quelque chose que je trouve, qui me plaît. Et après, moi, j'ai un parcours personnel qui fait que j'ai été confrontée à la mort, de proches. Et donc une autre de mes marottes, je dirais que c'est, voilà, le rapport à nos fantômes, à nos défunts, ça, c'est des choses qui me passionnent absolument. Donc, je suis très intéressée en fait par le fantastique ou par l'horreur, parce que c'est des genres qui permettent de flirter avec ça. Donc, ouais, j'ai des marottes vraiment horrifiques, fantastiques. Des VO Club, je crois. Je pense qu'on est beaucoup dans ces marottes-là. C'est frustrant parce que le paysage audiovisuel français est pas fan d'horreur, mais ça va peut-être venir un jour. Mais en tout cas, ouais, vraiment, je pense que je me suis formée aussi quand j'étais plus jeune avec la littérature fantastique, avec des Maupassant, avec Marie Shelley, avec Frankenstein, avec voilà ce genre d'œuvres-là. Donc moi, c'est des trucs, ouais, ça me plaît énormément. Et ouais, c'est des trucs que j'aimerais plus développer. Puis ouais, après, il n'y a pas beaucoup de genres. Ouais, je pense que ce serait la marotte numéro un. Vraiment, l'obsession, le fantastique, l'horreur. Surtout que j'adore. Oui, c'est ça que je veux dire. Pardon, je m'arrêterai là après, mais je réfléchis. Un truc auquel j'ai réfléchi, comme j'ai commencé en faisant du polar avec Shérif, Face à Face, des séries comme ça. Pas que, mais j'en faisais en partie. Il y a quelque chose que j'ai adoré avec l'écriture de polar, c'est l'idée qu'il y a un contrat qui est passé avec le spectateur ou la spectatrice, qui dit en gros, en substance, mais vraiment arnaque-moi. Je veux ne pas savoir qui est le tueur direct. Je veux suivre des fausses pistes. Je veux être surprise parce que la personne va être rentrée dans un jeu, de découvrir aussi qui c'est, d'essayer d'anticiper, de sentir que t'as bien anticipé. À l'inverse, t'es hyper surpris et c'est encore plus agréable. Et cette idée qu'on a un contrat très clair, qui est par exemple en cas si on fait une comédie dramatique où là on est plutôt sur on fait confiance aux personnages qui vivent, mais ça peut parfois on peut parfois anticiper la suite, mais c'est pas l'idée, quoi.
l'horreur, il y a aussi cette idée de contrat. C'est je veux bondir sur ma chaise et en même temps, je veux que ça ne soit pas gratuit. Je veux que ça ait un sens, cette épouvante qu'on essaye d'instiller en moi. Et voilà, j'adore cette idée de t'as une espèce de contrat comme ça, très clair, très posé et qui permet de t'amuser avec ça, en fait, parce que les spectateurs sont pas en train de chercher à ils sont pas en train de se dire: «Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Quel genre de film c'est? Qui vont être ces personnages?» Ils savent exactement ce pourquoi ils sont là et donc on retrouve un peu cette idée aussi de contraintes, en fait, tout simplement, de contraintes qui servent, énormément, pour, nous guider, quoi. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemblent tes projets à venir et dans quel état ils sont? Donc quel C'est est le moment où tu risques de donner des infos, Marine. Fais gaffe. Voilà. non, Donc, je sans Oh, la sans question piège, Maxence. Mais qu'est-ce que il devient méchant en fait maintenant. non, Comme c'était mon sniper bienveillant qui dit pas de méchanceté sur les invités. Maintenant, il pose des questions comme ça. Oui. Ah, Non, et Maxence. sans rentrer dans les détails, mais je suis sur 2 unitaires, pour, un streamer et une chaîne, publique et donc ouais, qui dit unitaire dit, nouveau défi d'écriture aussi, où justement il faut essayer de tu parlais tout à l'heure, Maxence, de l'écriture, chorale, là, il y a un vrai défi de pas faire, ce qu'on fait habituellement, et d'essayer de pas c'est pas la première fois que j'ai écrit, un truc qui s'apparente plus au long métrage, mais en tout cas, à chaque fois, je me dis: «Waouh, c'est les mêmes problèmes», c'est ne pas partir dans tous les sens, avoir un point de vue solide, parce que je pense que la série peut permettre voilà, de gérer des feuilletons sur du temps plus long. Là, il faut être beaucoup plus resserré thématiquement, donc c'est ce genre de défi. Donc en gros, c'est ça et puis, et aussi moi j'ai comment dire? Une autre «casquette» entre guillemets, c'est que je fais des interventions, en milieu scolaire, enfin sensibiliser au métier de scénariste ou aux techniques de scénario même. Donc ça, c'est un autre truc qui sera, un peu, dans mon actualité dans les prochains mois. Ça va être, de continuer à faire ce travail avec, les scolaires, de leur, en fait, je suis très intéressée par les notions d'idéation et donc du coup, j'ai fabriqué un petit jeu, pour, inciter les scolaires à écrire plus d'histoires, à comprendre qu'on peut très facilement, élaborer une histoire. Ça va peut-être pas être une bonne histoire, mais voilà que c'est pas, que ça fait pas peur, qu'il faut pas être super fort pour écrire une histoire, que n'importe quel, qu'on peut commencer une histoire avec très peu d'éléments. Je sais qu'il y a des jeux, par exemple, où il y a des dés avec, des petits logos qui permettent de créer des histoires sans puisse être labellisé. Donc voilà, ça, c'est un autre truc que je fais et qui me plaît beaucoup, parce qu'on continue à creuser le sillon de la passion du storytelling. Donc voilà. trop bien. Et justement, storytelling, c'est un mot, alors moi que j'utilise énormément aussi parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est important de maîtriser un peu cet art-là, même dans la façon de se présenter. Là, avec Maxence, on le travaille pas mal aussi quand on va présenter à des chaînes, à des producteurs, la façon dont on se présente. En plus, on a une rencontre qui est un peu particulière. Notre rencontre professionnelle est un peu étonnante. On en parlera un jour dans un podcast. On se livrera, Maxence, à cœurs ouverts. Mais comment tu vois, enfin, est-ce que tu peux nous vulgariser le storytelling? Comment tu l'appliques dans ton écriture, dans la façon de te présenter, Oui. dans ton travail? Moi, je le vois comme chercher du sens et presque de l'ordre dans le chaos de notre réalité, quoi, tu vois? Je le vois comme ça. En tout cas, moi, je pense que c'est ça que ça m'a fait. Je pense que pour en parler, je pense qu'il faudrait que je reparle un tout petit peu de ce que j'ai été avant, qui était d'être une lectrice, vraiment, assidue et je me dis: «Il y a quelque chose, de l'ordre du refuge, du profond soulagement de lire quelque chose qui nous aide à traverser, des périodes de nos vies, qui nous aide dans des moments difficiles» et donc à chaque fois, avec l'écriture, je pense à quel serait le meilleur outil pour aider d'autres gens dans cette espèce de paquet de nœuds qui est notre réalité, que sont les interactions avec les autres. En gros, ce serait ça le truc que je dirais. C'est vraiment, démêler le paquet de nœuds, ou le remêler d'une manière un peu, surprenante, mais en tout cas, voilà, c'est je sais pas si ça répond bien à la question, mais
Ouais, carrément. Moi, je trouve que c'est une très jolie image de dire, ouais, effectivement, c'est de mettre de l'ordre dans le chaos, en fait, dans son Oui, chaos. par exemple, le travail d'écriture de la BD, pour le coup, c'était vraiment bon. Alors, j'ai souvent les mêmes problèmes psy qui reviennent. J'avais des TOC, des ruminations anxieuses, ce genre de choses, etc., qui s'étaient amplifiées avec le Covid. Et c'était genre, bon, j'en ai vraiment marre. Il faut que ça cesse, quoi. Donc, il faut que j'arrive à comprendre. Et donc là, on était vraiment dans démêler le paquet de nœuds, mais d'une manière qui appelle la fiction. Donc avec un personnage qui symbolise la maladie, donc avec des éléments. Donc je me suis dit tiens, je vais utiliser de tout ce que je peux, ironie dramatique, suspense, cliffhanger, mais avant tout, je vais m'en servir pour m'aider moi, tout simplement, pour faire sens de ce que je ne comprends pas, quoi. Et donc je dirais que ouais, c'est vraiment un truc c'est une sorte d'instinct que je suis quand je travaille. Par exemple, voilà, je suis obsédée par les rapports qu'on peut avoir avec nos défunts, avec nos morts. Qu'est-ce que c'est de grandir avec des figures absentes et comment on grandit de ça? Bah voilà, typiquement la fiction ça va être des moyens d'explorer ce sentiment-là, de le soulager peut-être, de créer des connexions avec d'autres gens qui vont regarder ça, qui vont dire mais c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai perdu mon père, ma mère. Enfin voilà, donc l'idée selon moi c'est ça, c'est vraiment c'est céder un petit peu en fait tout simplement ouais, c'est céder un truc mais s'entraider quoi, céder à comprendre le réel avec l'écriture pour que ce soit juste moins difficile quoi. Voilà, c'est ça que je dirais en fait. Et le plus sensible possible, je pense qu'on reconnaît assez instinctivement quand quelqu'un a essayé de dire quelque chose de très vulnérable sur lui-même dans l'écriture, même si c'est un sujet qui n'a absolument rien à voir, qui se passe dans l'espace avec des aliens, je veux dire, on peut sentir à certains moments qu'il y a comme des petites pépites de vérité. Et je trouve que de sentir ça, je trouve que c'est d'une générosité folle, que quelqu'un accepte de se mettre à nu comme ça, que ce soit dans un livre, une chanson, un script. Et ça, c'est des choses qui me touchent énormément parce que de dire ouais, je prends ma vulnérabilité, je te la mets sur la table, tiens, c'est pour toi, c'est pour que t'ailles mieux, si ça te fait du bien, regarde, moi aussi je comprends rien, moi aussi je suis nulle, moi aussi. Ça, je trouve ça magnifique. Voilà, ce truc-là dans l'écriture d'accepter aussi de se mettre à nu avec tout ce que ça demande de retirer des couches de honte ou de dignité, de fausse dignité, enfin voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça, je trouve Et ça complètement. Et je te rejoins complètement là-dessus parce que je pense que c'est un des trucs qu'on oublie. Enfin, j'ai l'impression qu'on oublie de temps en temps, c'est de mettre une part de soi, en tout cas de trouver le fil qui nous relie nous à l'histoire qu'on est en train de raconter. C'est ça, et de trouver vraiment dans quel endroit, voilà, puis c'est incroyable aussi ces trucs où parfois les autres le savent pas, mais nous on sait que telle scène, par exemple, c'est un truc codé. Enfin voilà, on a mis quelque chose de très intime, même dans un projet de commande, je veux dire, parce qu'en vrai, il y a plein de choses qui sortent dans les rooms qui se trouvent parfois être des véritables séances de thérapie de groupe. Et du coup, tout ce qui se passe dans les rooms, parfois ça revient sous forme un peu déguisée dans les scénarios. Et nous, on sait pourquoi c'est là et ce que ça vient éclairer, quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment le meilleur de l'écriture quand on arrive à créer ça, quoi. Pour rester sur le storytelling, est-ce que ta recollection peut-être du plus gros challenge que tu as pu avoir dans l'écriture d'un de tes projets dans lequel tu as participé et comment tu as pu y remédier? Sur des projets plutôt récents là, de commande ou même des projets. Peu importe celui qui te vient en tête où tu te dis là, ouais, je sais que j'ai galéré et j'ai compris pourquoi après. Ouais, bah, je sais que ça va dater un petit peu, hein. Ça date d'une période où j'étais pas pro, mais quand j'ai écrit le long métrage, le scénario de long métrage quand j'étais dans le master, donc il y a à peu près 200 ans. Mais non, mais non, mais non. Nous sommes tous jeunes, on a tous 21 ans à l'heure où vous nous écoutez. Ben, c'était hyper difficile. C'était un point où je me disais, mais là, tu veux que ça, ce soit ta vie, quoi. Mais t'es en train de pleurer toutes les larmes de ton corps dès que t'écris une scène. Tes scènes, elles sont nulles. Tu sais pas ce que tu veux raconter. En plus, il fallait montrer son travail devant les autres, en groupe. Je comprenais pas comment les autres pouvaient accepter, de se livrer à cet exercice. Ça me paraissait insurmontable. Et j'avais fini par écrire un scénario, mais vraiment dans les larmes et la douleur et tout. Et je l'avais envoyé à une amie qui était déjà scénariste, en fait, un peu plus âgée. Et ça m'avait marqué parce qu'elle m'avait dit,
Elle m'avait appelée, elle m'avait dit: «Bon écoute, j'ai pas de retour à te faire, sur ton scénario parce qu'en fait, je ne sais pas ce que tu as voulu raconter. Je ne vois pas qui tu es en le lisant. Je sais pas exactement ce que tu as essayé de faire, donc je vais Hmm. pas perdre de temps à décortiquer quelque chose qui n'a pas de colonne vertébrale, pour ainsi dire». Donc ça avait été assez violent sur le coup, mais ça m'avait beaucoup servi. En plus de ça, à l'époque, je comprenais pas certains enjeux de dramaturgie, tout simplement. Il y a l'expérience qui était pas là aussi, tu vois, donc des réflexes qui étaient pas là. Mais ce qui m'avait c'est là où ça m'avait été très utile, c'est que je m'étais dit: «Bah, OK, pas le choix, il va falloir que je raconte un truc un peu plus intime, il va falloir que je me mouille un peu plus. Je vais devoir faire aussi avec, les limites, tout simplement, techniques, quoi, de j'ai pas encore un très bon niveau, mais au moins, je vais essayer de raconter quelque chose qui est un peu plus incarné». Donc ça avait été un gros challenge de comprendre ça. Et plus récemment, je pense que parfois ça peut prendre plein de formes différentes, cette espèce de moment où ça y est, on a enfin une bouée de sauvetage, mais ça peut être, je sais que sur un projet là récemment, ça a été de trouver la backstory du personnage qui d'un coup on se disait: «Ah bah oui, ça y est, là c'est logique, on comprend pourquoi, le personnage fait ce qu'il fait». Ça peut être quelque chose comme ça peut être, sur la BD, ça a été encore une autre découverte, ça a été que j'avais imaginé 2 parties, donc une partie plutôt courte et une très longue partie qui serait tout le reste de la BD, et je ne m'en sortais pas et je refaisais, j'avais des fichiers avec des milliards de scènes que je finissais par balancer parce que je sentais qu'elles étaient pas bonnes, et finalement un jour je me suis dit: «Mais Marine, il y a un truc qui s'appelle des chapitres et c'est ce que tu peux t'en servir, quoi». Et en fait, tout d'un coup, d'avoir un découpage en chapitres avec un milieu, un début, une fin pour des des portions de l'histoire qui étaient plus petites, j'arrivais enfin à organiser le récit, donc parfois ça peut être aussi un usage de l'ellipse, de tout d'un coup on est là: «Ah, mais oui, je sais». Enfin voilà, ça peut être, et très, très souvent, selon moi, on se rend compte qu'il y a comme l'écriture, la structure, c'est un truc d'accordéon où parfois on a trop voulu diluer les actions, donc faut les ramasser pour laisser plus de place, à des conflits plus intéressants dans le scénario. Ça, c'est un défi sur lequel je suis, par exemple, sur un des 2 films. Ça va être vraiment, comment mettre les actions pour être le plus efficace possible. Et à l'inverse, parfois, c'est de diluer, c'est d'avoir voulu être trop rapide et ne pas suffisamment se poser avec des situations qui sont jouissives et qu'on désamorce trop vite, par exemple. Ça, c'est un classique quand même. C'est on a posé un conflit et immédiatement, par exemple, le personnage dit: «Bon, bah, j'avoue, j'ai volé ton sac, de», et puis là, tu as perdu tout ton conflit. Donc ça va être vraiment de tout diluer parfois et à l'inverse de ramasser, mais souvent, c'est la même matière qu'on a en fait, on peut se faire confiance sur ce qui a déjà été posé. Puis quoi qu'il arrive, on en parlait au début, de cet épisode, ça ne peut pas être parfait, il faut faire des choix. Au bout d'un moment, il faut bien commencer son histoire quelque part d'une certaine manière et plein de manières sont possibles, mais à un moment, il faut bien arbitrer quand même. Donc on peut se dire: «Bah, je prends cette matière, elle est pas parfaite, mais c'est ma matière et par contre, je vais regarder comment je peux la diluer, à l'inverse, la rapprocher», et donc vraiment dans une logique, d'accordéon avec ce qu'on a déjà posé. Parce que je pense qu'un écueil, des débutants que je faisais énormément, c'est de constamment tout refoutre par terre, de tout recommencer à zéro, en pensant que cette fois-ci, on n'aura plus les problèmes, alors qu'en fait, spoiler alert, on a des problèmes, quel que soit le bout par lequel on prend l'histoire. Donc parfois, il faut garder ce qu'on a et s'imposer comme contrainte, limite, il faut le garder. OK, bah, je suis obligée de garder ce truc, au milieu que je voulais jeter parce que les autres sont pas d'accord, par exemple, dans le cas d'une roue. Ah bah, très bien, bah, alors comment on va faire, pour, faire exister le truc autour, et après, ça va être un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, mais aussi, à certains moments, être OK de jeter des trucs, de pas vouloir garder absolument telle vanne ou telle réplique, de pas non plus avoir un rapport précieux à son écriture, ou voilà, ça c'est un autre, aspect, que je trouve important. Petit à petit, il faut se dire: «Oui, bon, bah, genre, tout le monde s'en fout de ta vanne, sur, je sais pas quoi», enfin, tu vois? C'est voilà, faut réussir à à garder des choses importantes de structure et à jeter les trucs, plus minimes. On va se diriger tout doucement vers la fin de cet entretien. Donc on va se laisser encore, si tu acceptes, une petite question pour une question de chacun de nous. Mmh mh. Ça te va? Super. Ça me va. Est-ce que justement pour rester dans ton actualité, tu disais sur de l'unitaire. Est-ce que tu travailles la logique de midpoint, avec au milieu de l'acte 2 où tu as une bascule, où tu fais, passer ton script et ton histoire dans une autre phase? À fond. Pour moi, c'est la question de la bascule, mais
de comprendre qu'on pouvait s'en servir à nouveau comme on disait tout à l'heure, quand on est coincé sur des trucs, c'est génial parce que ça, on sait on a cette espèce de point de bascule, qu'on doit arriver là, on doit repartir de cette bascule-là, on sait qu'on va retransformer la scène à partir de là. Donc oui, carrément, à fond. C'est un truc que j'utilise, que je trouve hyper fort, et quand c'est bien fait, c'est hyper fort. Parfois, d'ailleurs, c'est un peu caché pour les spectateurs, mais nous, on sait que cette bascule a lieu et on s'en est servi à bon escient dans nos ficelles d'écriture, quoi. Et même, j'irais même plus loin, c'est que ce truc de la bascule, moi, je l'ai compris en regardant des scènes de Mad Men. Vraiment dans le détail même des scènes. Je trouvais que c'était parfois plus difficile de le voir dans un épisode entier parce qu'il y avait comme cette sensation de regarder presque une nouvelle mise à l'écran. Enfin, parfois, on peut avoir une sensation de structure lâche sur Mad Men, alors que c'est tout l'inverse de lâche en réalité. Mais vous voyez ce que je veux dire, comme c'est plutôt les personnages se dessinent sur du temps très long, on peut avoir cette sensation-là. Les scènes peuvent être utiles à ce titre pour vraiment voir dans une scène le point de bascule. Et là, ça va être vraiment un personnage qui va venir à quelque chose et qui va venir en ayant la main haute sur la situation. Puis l'autre personnage va dire quelque chose qui va complètement inverser leur rapport de force. Donc parfois, le comprendre à l'échelle d'une scène, ça permet de le comprendre à l'échelle du scénario. Donc j'essaie de l'appliquer à la fois à l'échelle des scènes et à l'échelle de la structure globale pour que chaque scène soit aussi essentielle au projet dans sa globalité, quoi. Mais je trouve que cette idée de bascule, elle se lie, c'est un peu cette idée, je crois que c'est peut-être Yves Lavandier qui avait dit ça sur le truc du chou romanesco, où il y a un tout petit motif dans chaque fleur du chou, il y a un petit motif de chou qui est comme le grand chou, et du coup, je trouve que l'écriture, c'est ça, il y a un début, un milieu, une fin dans chaque scène, également dans la totalité de l'histoire, dans la totalité de l'arche quand on est sur une série, etc., etc., quoi. Et donc, à partir du moment où on pense à ces bascules qui se démultiplient, on se donne des repères qui nous aident, quoi, tout simplement. Quel est ton rapport à la notion du projet bébé? Parce que on est dans un métier qui nous demande beaucoup de mettre de nous-mêmes dans ce qu'on écrit, mais en même temps, on sait qu'on peut pas s'attacher à nos projets parce que l'industrie va vite et qu'il y a beaucoup de refus, il y a beaucoup de tout ça. Toi, quel est ton rapport à tout ça? Ah, c'est pas toujours facile, hein, parce que, en fait, moi, on m'a toujours enseigné qu'il fallait pas avoir genre une idée à laquelle on s'accroche comme une bernique, qu'il fallait multiplier les projets, qu'il fallait se préparer à ce qu'il y ait des projets qui tombent à l'eau. Ça m'est évidemment arrivé comme tous les scénaristes. Mais je trouve que c'est pas évident parce que plus on est en lead sur un projet, plus on s'y attache et plus ça peut être difficile de pas tomber dans le côté mon bébé est parti à l'école et je sais plus à quoi il ressemble, quoi. Donc c'est pas évident du tout, du tout. Je pense que j'aime me raconter que je suis un peu détachée. En fait, je pense que En fait, on l'est jamais, on va pas se mentir. À chaque fois, ça fait mal, hein. Ouais, c'est super difficile. C'est super difficile. Là, je pense que j'ai déplacé mes problèmes de projet bébé sur la BD. Donc, voilà. Ça me permet d'accepter plus j'accepte plus la fatalité de la séparation dans les projets audiovisuels maintenant que je peux avoir ce système de projet bébé sur la BD où il y a c'est peut-être une illusion, mais il y a une plus grande impression de contrôle que dans l'audiovisuel. Mais ouais, oh là là, c'est hyper difficile. On apprend petit à petit, je pense, à se détacher et à s'endurcir un petit peu, mais c'est parce qu'à un moment, s'enthousiasmer pour un projet, c'est tellement essentiel. Donc derrière, de devoir tout d'un coup être dans l'indifférence, ouais, c'est pas évident. Mais bon, j'essaye voilà, de le faire de plus en plus. Avant de se quitter, on a un petit rituel avec Maxence, et c'est 3 questions express. On va me permettre. Je vais faire des jingles à la bouche maintenant, Maxence. Je vais faire. Bah, vas-y. La question express de Maxence. C'est mieux là. Écoute, on y va quand même. Tu vas me le remixer, hein. Pour ceux qui ne savent pas, Maxence aussi compose. D'ailleurs, attends, je fais une petite promo vite fait, mais si vous suivez t'as un Insta qui est spécialisé, qui est focalisé sur la création musicale, Maxence. C'est ça, ouais. Ouais. Tu peux peut-être redonner. Alors oui, moi j'ai un projet musical qui s'appelle Cosmic Gateway où en fait je produis, enfin j'ai mon petit projet en tant qu'artiste où je produis, c'est un petit peu
Ouais, de l'électropop, quoi, on va dire, en français, en anglais. Donc, je fais mon petit truc. Voilà. Voilà. Mais je ne prends pas ce jingle à la bouche, ne le refais pas. Je pense que tu n'as aucun intérêt. Ah, je vais en faire un sample, je sais pas où ça va aller. Ah là là. Mais voilà, donc pour revenir à nos 3 petites questions, donc c'est 3 petites questions au tac où tu nous réponds avec la première réponse que tu as en tête. Donc la première, c'est ton film ou ta série préférée. Série, je dirais Six Feet Under. Et film, j'ai un film doudou, c'est Quand Harry rencontre Sally. C'est mignon. Six Feet Under, meilleure fin de série au monde pour moi. Oh là là. Pareil. Et trop 2 dernières minutes, là, à chaque fois, je pourrais juste regarder ça en boucle, Ouais. tellement je trouve ça magnifique. Où Alan Ball, il est obsédé par la mort, du coup, je suis genre yes. Yes. On aime bien Alan Ball. Ouais. Ensuite, le scénario que tu aurais voulu écrire. Oh, en plus, la dernière fois, j'ai vu un truc, j'ai dit c'est ça, et je sais plus ce que c'est. Oh, nul. Attends, on peut jouer donne-nous des indices. Ouais, je me souviens plus du tout. Je me souviens, j'ai vu un truc, je me suis dit ah mais j'aurais adoré écrire ça. Ah nul, je sais plus du tout. C'est pas grave, tu pourras le mettre dans les commentaires quand on publiera le podcast. Si jamais ça te revient. Oui, en plus, vraiment, j'ai vu un truc, je me suis dit mais Ou la deuxième chose que tu souhaiterais peut-être écrire, Marine. les épisodes d'X-Files, peut-être que genre X-Files, j'aurais bien aimé. Là, je regarde Cool. Mindhunter aussi, que je rattrape au bout de 10 000 ans. Et j'aime beaucoup Mindhunter, l'idée que tu proposes une conversation, un débat autour de la psychologie criminelle, mais t'essayes de faire une histoire. Ça m'aurait plu aussi. Mais X-Files, je pense à fond aussi, ouais. Je suis littéralement en train de me refaire tout l'intégral d'X-Files. Donc pour le coup, je suis. Ouais. Et tout n'est pas... Enfin bon, tous les épisodes sont pas géniaux, mais je pense que j'aurais beaucoup aimé l'exercice. Je suis d'accord. Il y a un reboot qui est en préparation. Encore un? Ouais. Oh. Mais pas avec Duchovny et Gillian Anderson. De nouveau comme Ça y est, ça m'est revenu l'autre truc. Ça y est, je me souviens. Parfait. Et j'ai regardé des vidéos que je vous recommande d'ailleurs sur la conception de Better Call Saul comme étant le sequel de Breaking Bad. Et ça, je me suis dit, ça devait être trop intéressant. Parce que tu dois prendre la matière qui existe déjà pour refonder un univers intéressant. Tu prends un personnage qui était quand même un personnage secondaire que tu mets dans la lumière et tout. Voilà, pardon, mais et avec quand même une série devenue culte, donc tu sais qu'en plus, tu as des enjeux autour de ta fanbase, de comment tu vas discuter avec eux sur de nouveaux projets et comment tu vas réussir à ce que ça soit intéressant sans te casser les dents, sans qu'on dise oh, ça sert à rien. Je pense que ça devait être mais passionnant. Et je pense qu'ils ont bien réussi leur coup, quoi. Troisième question et dernière question. Le dernier coup de cœur que tu as pu avoir? J'ai adoré, là, enfin, c'est pas le dernier, mais c'est pour le truc qui m'est venu, j'aurais dit After Sun de Charlotte Wells. Et encore un film avec Paul Mescal, mais j'ai beaucoup aimé All of Us Strangers aussi. Ça, je pense que c'était les plus gros. C'était vraiment des films qui m'ont un peu hanté, qui m'ont un peu obsédé ces derniers temps. Super. Ben, merci beaucoup. Marine, si on veut suivre ton travail, on te suit où? Toi qui nous avouais que t'étais pas très réseaux sociaux. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Écoutez uniquement ce podcast. Ah oui, voilà, c'est ça. Peut-être updater ma page agent. Enfin bon, ouais, c'est des trucs qu'il faudrait que je fasse d'ailleurs. Non, oui, c'est vrai que je suis plus du tout sur aucun réseau parce que ça me servait pas vraiment. Ça me plombait plus que ça me servait. Donc, on pouvait retrouver au bar le Dorvalo. Non, oui, j'avoue, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi. Peut-être parler de... En tout cas, on va inviter dans ce cas-là nos auditeurs et nos auditrices à découvrir ton travail, que ça soit sur toutes les séries dont tu as nommé. Je peux faire un peu de name dropping d'ailleurs de séries, parce qu'on a cité Shérif, on a cité Mortel, on a cité Face à Face, mais si je dis pas de bêtises, t'as bossé sur En Famille, sur Sam. Ouais, Mytho, mais c'était une saison qui n'a pas vu le jour. Et Scab, qu'on a cité plusieurs fois d'ailleurs. Et des projets, Nos vies en l'air. Nos vies en l'air et des projets dont je peux pas encore parler, mais qui seront bientôt d'actualité. Et voilà. Et puis la BD, un jour, si j'arrive à sortir cette BD, il y aura toute ma vie dedans. Comme ça, tout le monde saura tout.
Là, tu pourras revenir, comme ça, on fera un nouvel épisode. Voilà, sur la suite des aventures. Donc voilà, non mais ouais, pas très présente en ligne parce que oui, ça me faisait plus perdre de temps que de. Mais du coup, je me retrouve parfois à rôder sur Facebook, ce qui est assez quand même ironique. On essaie de d'Instagram et de ces trucs-là pour finalement aller quand même compulsivement scroller elle-là. Ouais. Un piège à attention. C'est ça. Marine, un grand merci de nous avoir consacré ce temps. Merci à vous. Et puis, écoute, on continuera à suivre. On te dit un grand merde pour le projet BD. Pour vous qui nous écoutez, un grand merci d'avoir passé ces 90 minutes avec nous, qui devient quasiment le standard. Oh là là, j'arrive plus à parler. On sent que c'est la fin de l'émission. Le format standard, je vais y arriver. C'est un métier de séquence. On se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode. Et on vous dit à ciao, bye bye. Salut.